Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de lancer ce colloque en ligne Fonction publique. Quelle solution face aux défis, face aux problématiques du nouveau quinquennat, un événement que vous propose Acteurs Publics et le pôle Fonction publique d'AG2R, la mondiale. Nous allons parler jusqu'à 17h30 environ, nous allons parler attractivité, comment attirer, comment séduire, comment recruter dans le secteur public, et puis fidélisation, l'urgence à accompagner, à former, à récompenser, à donner des perspectives pour fidéliser les agents, des enjeux évidemment majeurs. Je serai accompagné à l'animation par Marie Malater, chef de rubrique à la rédaction d'Acteurs Publics, grande spécialiste des enjeux de qualité de vie au travail dans les organisations publiques. Bonjour Marie. Bonjour Sylvain. Je Centraux. Je serai également accompagné du groupe de réflexion sur l'avenir de la fonction publique que fait vivre Acteurs Publics et le pôle fonction publique d'AG2R La Mondiale, et qui sont tout autour de vous, Marie, tout autour du plateau d'Acteurs Publics que je vous présente dans un instant. À mes côtés, Isabelle Sora. Bonjour Madame Sora. Bonjour. Très, très heureux que vous ayez trouvé un petit moment dans votre agenda chargé. Vous êtes secrétaire générale pour l'administration au ministère des Armées. Vous intervenez dans une seconde, mais pour lancer nos échanges, pour vous accueillir comme il se doit, on va écouter Philippe Dabat, qui est le membre du comité de direction groupe en charge des métiers santé et prévoyance à AG2R La Mondiale. On l'écoute, puis on se retrouve en direct dans tout juste 2 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Stéphanie Chaubet, présidente du pôle fonction publique d'AG2R La Mondiale, et moi-même ne sommes malheureusement pas parmi vous aujourd'hui pour ce débat, puisque aujourd'hui se tiennent nos assemblées générales qui vont nous permettre de clôturer nos années 2021. Nous regrettons bien sûr de ne pas pouvoir participer à ces débats avec vous, mais je suis très heureux de pouvoir, à travers ces courts moments vidéo, présenter et introduire le débat qui va nous réunir aujourd'hui. Pour la deuxième année consécutive, le pôle fonction publique d'AG2R La Mondiale et Acteurs Publics ont réuni un panel d'acteurs engagés dans les fonctions publiques. Vous êtes DRH, vous êtes délégué général adjoint de service, vous êtes président de fédération syndicale, vous êtes agent, mais la caractéristique qui vous réunit, c'est que vous développez avec nous une réflexion prospective. Et ce cercle, qui s'appelle le cercle sur l'avenir de la fonction publique, au cours de ces réflexions, a proposé 2 thèmes que nous allons débattre ensemble aujourd'hui. La première question qui nous est proposée concerne bien sûr l'attractivité de la fonction publique. Comment recruter des agents et notamment comment recruter de jeunes agents. Pendant longtemps, être fonctionnaire était porteur de sens. Mais aujourd'hui, même si tous les Français reconnaissent l'importance et l'intérêt de la fonction publique au service de l'intérêt général, eh bien, il est difficile de recruter. Donc, comment attirer, quel levier finalement mettre en jeu pour valoriser ces métiers de la fonction publique au service de l'intérêt général? Et puis la deuxième question va concerner les carrières. C'est comment fidéliser nos agents, comment les reconnaître, comment les accompagner, comment les valoriser, comment leur permettre finalement de progresser dans leur poste, dans leur service, dans leur versant de fonction publique ou dans d'autres versants des fonctions publiques. Personnellement, en tant que manager, mais aussi évidemment comme citoyen, je trouve que ces 2 débats sont essentiels. Et aussi, avant de passer la main à Sylvain Henry, que je remercie d'animer ces débats, eh bien, je voudrais très vivement remercier les membres du cercle de réflexion et surtout nos intervenants qui vont partager aujourd'hui avec vous leurs expériences, leurs analyses et leurs propositions pour faire avancer ces 2 sujets au service de nos fonctions publiques. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon débat et je vous rappelle que si vous n'avez pas la possibilité de participer à l'ensemble de cette émission, eh bien, vous pourrez la retrouver en replay sur nos plateformes dès la fin de l'émission. Très bon colloque à toutes et à tous. Voilà, merci à Philippe Dabat, merci au pôle fonction publique d'AG2R La Mondiale de permettre ces échanges. Les règles du jeu, si je puis dire, vous êtes extrêmement nombreux à nous suivre cet après-midi.
600, 700 personnes inscrites. Vous avez sur la droite de votre écran un onglet chat et un onglet questions. N'hésitez pas, témoignez, réagissez. J'essaierai de relayer vos questions tout au long de cet échange. Et effectivement, ces débats, ces échanges seront en accès libre dans la foulée. Alors, je le disais, nous avons constitué un petit groupe de réflexion sur l'avenir de la fonction publique. Je vous les présente, puis si vous voulez dire un mot rapide chacun avant de lancer la discussion et de vous donner la parole, Isabelle Sora. À vos côtés, Marie, Damien Zaversnik, vous êtes présidente de la Cordée, l'association La Cordée. Peut-être on vous donne un micro, faites-le circuler. Peut-être un mot à la fois sur votre association et puis sur les enjeux de cet après-midi. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Donc, l'association L'Accordé, pour la représenter brièvement, c'est une association qui œuvre pour la diversité sociale dans la fonction publique. Donc, on est au cœur du sujet du jour. Et donc, on rassemble des agents du service public de tout statut et de toute fonction publique dans cet objectif d'attractivité et d'ascenseur social, puisque je pense que c'est peut-être un des sujets majeurs de la réflexion sur l'attractivité aujourd'hui. On ne peut pas gagner la bataille de l'attractivité pour le service public sans faire en même temps la relance de l'ascenseur social. On doit pouvoir faire en sorte que l'on soit un jeune issu de quartiers populaires, des territoires ruraux, à l'université, demandeur d'emploi, passer du « j'y comprends rien, c'est pas pour moi » à « je vais y aller et j'en suis fier ». Et je pense qu'il y a plusieurs conditions, on y reviendra, pour que les agents publics et les administrations se mobilisent, mais c'est le message qu'on essaye de porter à travers les activités de l'association et qui me semble au cœur des débats. Vous intervenez quand vous voulez, effectivement, on vous redonne la parole. Merci Damien Zaversnik, président de la Cordée. Devant vous, je vous vois Lucilla Mondebelu, présidente de l'association FP21. Merci d'être là. Puis votre collègue Joanne Fora Porto de FP21. On vous écoute toutes les deux. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, Fonction publique du XXIe siècle, l'association des jeunes agents publics, comme notre collègue à l'Accordé, tout versant confondu, qui a pour vocation de rassembler les jeunes agents et les inciter à s'intéresser à la fonction publique de demain et aussi à améliorer l'intégration des jeunes agents et notamment des jeunes managers dans la fonction publique, en apprenant les codes, en apprenant les nouveaux modes de gestion publique et en pouvant participer à des actions associatives en mode projet et à des after-work pour faire connaissance. Donc, Joanne Fora-Porto, qui est ma collègue membre de l'association. Vous dire un mot, Joanne ? Non, ravie de participer à ces débats qui, effectivement, les questions d'attractivité, fidéliser et retenir les talents, c'est ce qui permettra de définir la performance du service public de demain. Donc, c'est des vrais enjeux auxquels il faut s'attaquer dès aujourd'hui. Et FP21 a plein de propositions. Vincent Olivier, vous êtes passé par l'EHESP, l'École des hautes études en santé publique. Vous êtes aujourd'hui DRH hospitalier. Merci d'être là. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, directeur des ressources humaines à l'hôpital de Compiègne-Noyon. Avant ça, j'étais président aussi de l'association des élèves directeurs d'hôpital lorsque j'étais à l'EHESP, donc avec une vision certes de cohésion, d'intégration, de promotion de nos projets, mais aussi de promotion de la filière directeur d'hôpital, directeur aussi médico-social, qui sont nos voisins souvent à l'école, de promotion des parcours, puisqu'on a encore plus, je pense, besoin aujourd'hui des managers de tout niveau, mais aussi des managers en tant que directeur d'hôpital. Donc voilà, de promotion de ces métiers-là et d'attirer de plus en plus de candidats sur ces métiers, ces concours-là. Merci Vincent Olivier, c'est bien hospitalier. On a les représentants des trois versants de la fonction publique et c'était évidemment essentiel pour nous. Luc Pierron, alors on était dans l'hospitalière, on bascule dans la fonction publique d'État. Merci d'être là, Luc. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Merci encore Sylvain pour l'invitation. À l'évidence, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger, que ce soit dans le cadre de ce comité de réflexion ou plus largement dans ces événements un peu hybrides. Un plaisir également de pouvoir voir, on va dire en chair et en os, l'ensemble des acteurs avec lesquels on a beaucoup travaillé, je trouve, à distance ces derniers temps. Et c'est un vrai plaisir, en tout cas, de pouvoir continuer d'échanger sur des enjeux aussi majeurs quand on parle d'attractivité, quand on parle de progression de carrière. C'est évidemment des choses qui nous concernent sur les trois versants. J'aurais la modestie de penser de ne pas pouvoir parler pour l'intégralité de l'État. Pour autant, ce sera avec plaisir que je pourrai partager et sans doute une expérience en tant qu'ancien écolier dans une école qui a désormais disparu ou en tout cas changé de nom, ou plus largement parler des métiers de l'État à travers le ministère des Affaires étrangères. Merci. Alors, si on parle de l'INSP, il y a beaucoup de choses à dire. Et à vos côtés, Bruno Delaporte, président d'Adiceo. Merci d'être là. Bonjour. Donc, Bruno Delaporte, président d'Adiceo. C'est un cabinet de conseil en protection sociale.
accompagne aussi les acteurs de la protection sociale, mais du type assureur, mais aussi les acteurs, les employeurs publics des 3 versants de la fonction publique pour mettre en place des dispositifs de protection sociale. C'est en plein changement actuellement, et aussi avec tous ces sujets qui sont sous-jacents, dont on va parler aujourd'hui, hein, l'attractivité et la fidélisation, c'est-à-dire la gestion des hommes, hein, au sens large. Et Dieu sait que c'est un sujet important et fondamental. Extrêmement important. Merci beaucoup Bruno Delaporte. Et avec nous en distanciel de notre petit groupe, je vous vois Agnès Arcier et Mathieu Gérier, peut-être Madame Arcier, haute fonctionnaire, présidente de la Fédération des femmes administrateurs. Merci d'être avec nous cet après-midi. Merci beaucoup. La Fédération des femmes administrateurs regroupe l'association Administration moderne, qui est interministérielle sur les questions de gouvernance et de parité, et des associations du secteur privé. Et toutes ensemble, nous réfléchissons justement sur les questions de bonne gouvernance et notamment de parité et d'égalité femmes-hommes. Merci. Merci. On vous retrouve un peu plus tard, Agnès Arcier. Et Mathieu Gérier, alors vous êtes du côté de Bordeaux, président de l'Adresse, directeur du pôle des ressources humaines du CHU de Bordeaux. Ravi de vous retrouver, Mathieu. Merci Sylvain, bonjour à tous. Mathieu Gérier, donc directeur du pôle des ressources humaines du CHU de Bordeaux, président de l'Adresse, qui est l'association des acteurs RH des établissements sanitaires et sociaux, donc les hôpitaux, les établissements médico-sociaux et autres structures attachées. C'est une association qui va sur ses 30 ans maintenant et qui rassemble tous les acteurs qui participent à la gestion des ressources humaines dans ces structures, avec pour objectif de développer le niveau d'expertise de l'ensemble des professionnels qui participent à la vie de notre tissu sanitaire et social et qui essaye également d'apporter sa pierre en matière de réflexion et de modernisation de la fonction publique hospitalière avec un certain nombre d'acteurs qui sont aujourd'hui présents autour de la table. Merci beaucoup Mathieu Gérier. Continuez de réagir. Certains d'entre vous disent on a des soucis de connexion. Il faut juste rafraîchir la page et ça fonctionne très bien. Lançons notre premier regard croisé avec vous, Isabelle Sora, donc je le disais, secrétaire générale pour l'administration au ministère des Armées, et a dû nous rejoindre Madame la déléguée générale de la Fédération hospitalière de France, Zéna Briette. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes là, la régie? Oui, bonjour, je vous entends parfaitement. J'espère que vous m'entendez également. Ravi d'être parmi vous. Merci. On vous entend et voilà, ça y est, on vous voit. Lançons la discussion, Madame Sora, Madame Briette, cette question, cette problématique de l'attractivité, comment attirer, comment séduire, comment recruter. Est-ce que, Isabelle Sora, vous partagez ce constat que le secteur public est en perte d'attractivité et qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est votre analyse? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le secteur public qui est en perte d'attractivité. Nous, on rencontre des difficultés sur certains métiers, sur certaines filières. Donc, nous recrutons chaque année 26 000 personnes, principalement des jeunes, mais pas que. Beaucoup de militaires, 21 000, et le reste sont des personnels civils. En fait, on a des difficultés qui, à mon avis, sont équivalentes à celles qu'on peut avoir dans le secteur privé, parce que ce sont des métiers qui sont en tension. Alors, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'hospitaliers autour de moi. Donc, évidemment, nous partageons les difficultés de recrutement dans la santé. Nous en avons aussi dans les métiers très techniques, comme la cybersécurité, le numérique, mais aussi sur des métiers, sur lesquels on a besoin de moins de diplômes, comme les métiers de la logistique, du gardiennage, sur lesquels on sent une vraie tension. Mais je ne pense pas qu'il y ait en tout cas, nous ne ressentons pas une difficulté parce que nous sommes secteur public. Alors, probablement parce qu'au ministère des Armées, le sens de la mission est quand même très ancré dans l'ADN des personnels, qu'ils soient civils ou militaires. Mais ceci dit, sur les 650 métiers sur lesquels nous recrutons chaque année, il y a des filières clairement en tension, sur lesquelles nous partageons, je pense, tous les mêmes difficultés. On est très heureux de vous avoir à la fois pour ces enjeux d'engagement de valeur, mais aussi tous les travaux que vous développez en matière de ce qu'on appelle la marque employeur. On va y revenir, Isabelle Sora. Je me tourne vers vous, Madame la déléguée générale de la FHF. Alors, les hôpitaux
les agents hospitaliers en première ligne depuis 2 ans. Quel est votre constat? Quelle est votre analyse? Est-ce qu'il y a une perte d'attractivité? Est-ce qu'il y a des difficultés de recrutement dans les hôpitaux publics actuellement? Alors, dans le secteur hospitalier, la fonction publique hospitalière, plus généralement, on vit de paradoxes. Mais ces paradoxes sont étroitement liés à ce que vit notre société. En termes de paradoxes, par exemple, la crise a mis en lumière, et notamment durant la première vague, les métiers de la santé, les métiers du soin plus particulièrement. Souvenez-vous, des balcons, des infirmières, des personnes dites essentielles. Et puis, autre paradoxe, Parcoursup est plébiscité. Les métiers du soin sont plébiscités dans le cadre de Parcoursup. Et puis, enfin, les établissements n'ont cessé de faire preuve d'innovation, tant managériale qu'en termes de politique sociale, également en qualité de vie au travail depuis plusieurs années, parce que ce qui caractérise la fonction publique hospitalière et des métiers particulièrement en tension, qu'il s'agisse de métiers médicaux ou paramédicaux, c'est qu'avant crise, nous avions des postes vacants et que la crise n'a fait qu'aggraver la situation. Alors, je m'explique. Le paradoxe est que nous avons constaté malheureusement que durant cette crise, aux postes vacants se sont ajoutés un absentéisme qui s'est renforcé. Cet absentéisme s'étant renforcé du fait que les professionnels de santé en première ligne également ont eu la Covid et donc ont dû être isolés, ou ont fait preuve d'usure et de fatigue, puisque malgré tout, durant ces 2 années, les patients qui ont été hospitalisés pour la Covid l'ont été à plus de 80% dans nos hôpitaux publics. Et lorsque je disais paradoxe à l'égal de notre société, c'est que nous vivons une période où il est difficile de se projeter, où il y a aussi des incertitudes et où les métiers également, et c'est là où je rejoins, les métiers dits essentiels manifestent aussi eux-mêmes leur volonté de reconnaissance et d'utilité sociale. Et donc, en ce qui concerne les métiers du soin et les métiers médicaux, nous avons eu, une première phase de revalorisation que la Fédération hospitalière de France a appelée de ses voeux et à laquelle elle a fortement contribué, qui a été le Ségur de la santé. Oui. Et donc, le Ségur de la santé a été une première réponse non négligeable, puisqu'il y a eu une revalorisation socle de l'ensemble des professionnels, de l'ordre de 183 € net. Il y a eu également une revalorisation ciblée des métiers du soin, avec une refonte des grilles, et puis une question de valorisation de l'engagement professionnel, qu'il soit à titre individuel ou collectif. Et pour autant, donc ça correspond en moyenne, selon les établissements, pour une infirmière dans le secteur sanitaire, à environ plus de 300 € net par mois, et pour une aide-soignante à plus de 350 € net par mois. Mais la rémunération ne fait pas le tout. Oui. Et ce que nous vivons par ailleurs, c'est que les contraintes, la pénibilité des métiers, d'une part, n'est pas vécue de la même façon entre secteur public et secteur privé, oui, puisque le secteur public et les agents du secteur public assument la pleine et entière responsabilité et mission dans ce secteur-là, et que par ailleurs, nous assistons à des écarts de rémunération, notamment sur le personnel médical, entre le secteur privé où le personnel médical est beaucoup plus rémunéré que dans le secteur public. Et là, il est impossible de faire concurrence à cette rémunération. Donc, on y reviendra ensuite, si vous le souhaitez, pour notamment exposer les politiques et les outils d'attractivité qui ont été mis en place, et puis les propositions que nous avons faites très concrètes dans le cadre de la plateforme présidentielle. On va y revenir effectivement. Alors, je salue Pascal Kessler, la FAFP qui nous a rejoint. Si vous voulez vous installer dans le public, pas de problème. Pour poursuivre la discussion, je me tourne vers vous, Marie. Vous avez travaillé sur ces enjeux d'attractivité à la rédaction. Pour poursuivre la discussion, quel est votre constat, votre analyse, puis on poursuit l'échange.
Alors, très récemment, on a bien vu que l'État est conscient de la situation et des difficultés en matière d'attractivité, et notamment dans la territoriale. J'ai repéré récemment donc, une note de stratégie territoriale RH, donc avec l'attractivité dans le viseur, une stratégie qui vise à incarner de manière plus soutenue les politiques RH de l'État dans les régions et dans les départements et à accompagner donc concrètement la transformation des pratiques des ressources humaines au niveau de la fonction publique. Concernant l'attractivité, donc précisément, la stratégie donc vient confirmer la politique déjà entreprise par le ministère de l'Intérieur depuis plusieurs mois pour remédier aux difficultés de certains territoires à attirer et surtout à fidéliser des agents dans les services déconcentrés. La note prévoit donc la réalisation au niveau national d'une cartographie, ce qui est très intéressant, permettant d'établir donc un constat partagé du niveau d'attractivité des territoires. Et c'est à partir de cette cartographie que sera défini donc un plan d'action interministériel adapté à chaque territoire. Ça montre bien, merci beaucoup Marie, que l'État, l'action publique, la sphère publique s'est saisie pleinement de cet enjeu. On le voit à la rédaction, Marie l'évoque en creux, on était dans une gestion très administrative, très gestion un peu de masse, on va de plus en plus vers une gestion individualisée des talents et des trajectoires. Ça compte au moment Isabelle Sora, au moment de recruter, que de donner des perspectives, que de s'intéresser à la personne plutôt qu'à une gestion plus large. Oui, oui, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste dire qu'on recrute des personnes, voilà, et on n'est pas, on peut être dans un système bureaucratique, mais on essaie d'en limiter les effets quand même. Je trouve que dans la fonction publique de l'État, de temps en temps, on réinvente quand même des choses qui ont déjà été faites ailleurs. On a inventé récemment la création de la marque employeur. Ouais. Bon, ça existe quand même ailleurs depuis très longtemps. Mais c'est difficile pour nous tous, la marque employeur, parce que quel est le cercle sur lequel on s'exprime? Je le vois, moi, pour le ministère des Armées, quand vous recrutez à la marine, c'est pas comme l'armée de terre, c'est pas comme l'armée de l'air et de l'espace. Et c'est pas comme la marque que nous avons créée pour les civils, qui s'appelle Civil de la Défense. Parce que les conditions d'emploi, quelqu'un qui choisit la marine, c'est parce qu'il aime la mer. Enfin, ça paraît évident. Voilà. Et donc, du coup, pour l'État lui-même, globalement, je trouve difficile d'avoir une marque employeur qui recouvre l'ensemble. Et donc, chacun part avec sa propre marque employeur et on fait quand même un peu de concurrence, me semble-t-il, entre nous. Ensuite, nous sommes, très attentifs au processus d'apprentissage. Vous voyez, on a multiplié par presque 6 nos apprentis en 6 ans, avec l'idée de les garder, parce qu'ils ont appris à nous connaître. Mais ce n'est pas si simple en fait de les garder, parce qu'on nous demande de leur faire passer des concours, ou alors on les recrute comme contractuels. Pour passer les concours, nous on demande à la fonction publique d'essayer d'avoir des concours, je ne sais pas si on peut dire spécifiques, spécialisés, enfin le terme ça m'est un peu égal, de façon à faciliter les choses. Ouais. Et puis nous, quand on recrute des apprentis comme contractuels chez nous, la période qu'ils ont passée comme apprentis compte pour moitié d'ores et déjà dans leur temps de service, quoi. Donc c'est pas mal. Donc, voilà. Ça veut dire qu'il faut revoir peut-être les conditions de recrutement, peut-être les faciliter, c'est ce que vous dites en substance? Oui, je crois qu'on a par exemple sur les filières techniques, alors pour le coup, on a des difficultés sur les concours pour les filières techniques. Les concours, que ce soit ingénieur ou technicien, parce que la concurrence est quand même très sévère avec le secteur privé. Et je pense qu'il faut qu'on modifie nos modalités de concours pour, d'une part, les rendre plus accessibles, et puis peut-être que ce soit un peu moins académique, que ce soit plus lié à la pratique professionnelle que tous les jeunes ont appris dans le cadre de leur stage et de leur formation. Donc ça, on a demandé à la DGAFP de travailler sur cette question des filières techniques, parce qu'on est quand même plus en difficulté sur la filière technique que sur la filière administrative. Merci beaucoup. Léna Briette, sur les recrutements, est-ce qu'il y a un besoin de les faciliter d'un point de vue administratif, d'un point de vue procédural? Et puis également cette question, le fait de recruter des femmes et des hommes, c'est-à-dire des talents, des personnes qui ont peut-être des envies de trajectoire professionnelle, ça compte plus qu'avant, plus qu'il y a 5 ans, plus qu'il y a 10 ans, selon vous? Oui, tout à fait. D'abord dire que, comme je le disais tout à l'heure en introduction, que vraiment les établissements sont restés très proactifs pour améliorer
l'attractivité à travers leur politique de recrutement, d'intégration, de management, de formation, d'accompagnement des parcours professionnels. Et je peux assurer que dans nos établissements, on est loin d'une gestion administrative des parcours professionnels et des recrutements. Je rappelle toujours que des humains qui s'occupent d'humains et que au plus haut niveau des établissements, il est important d'avoir toujours ça à l'esprit. Donc, c'est vrai que ce qui change, alors il y a eu des politiques également pour moderniser les campagnes de recrutement faites à l'échelle des territoires, des établissements. Il y a eu des solutions apportées pour faciliter le cadre de vie, la qualité de vie des professionnels en termes de petite enfance, des partenariats avec les municipalités, les régions pour faciliter la garde d'enfants, pour faciliter aussi le logement des professionnels. Il y a une politique managériale ambitieuse dans le cadre du Ségur de la santé, mais en parallèle du Ségur de la santé, avec une formation plus importante des managers de proximité, des cadres, mais aussi des médecins. Mais pour autant, il faut, je pense, intégrer aussi une nouvelle donne liée, mais qui ne concerne pas que l'hôpital, liée précisément aux enseignements et aux réflexions, voire même aux réflexions existentielles de tout à chacun et tout à chacune sur les conséquences du confinement et de la pandémie, avec une volonté d'avoir un parcours professionnel qui soit le plus souple possible, le plus étanche, le plus neutre possible en termes de changement, de mixité de parcours, exercice professionnel en ville, à l'hôpital ou ailleurs, en sanitaire ou en médico-social. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure par les associations sur, au-delà de l'ascenseur social, c'est offrir des perspectives de carrière, des parcours professionnels qui soient pluriels. Et puis, je pense qu'il nous faut, et c'est vrai que ce n'est pas facile, intégrer cet exercice mixte et le fait qu'on puisse avoir des professionnels dans une équipe médico-soignante, qui ne soient pas à plein temps dans cette équipe médico-soignante et qui exercent en dehors. Parce que traditionnellement, c'est vrai que lorsqu'on exerçait à temps partiel, on pouvait se sentir un peu en marge par rapport au projet du service. On était plutôt là, parfois on peut considérer qu'on est là pour, pardonnez-moi, faire le planning et s'assurer que tous les postes sont bien occupés. Et non, on peut exercer partiellement et être engagé dans un projet. C'est tout cela qui change. Et il faut pouvoir offrir cela et entendre cette question de la qualité de vie et de la qualité des parcours professionnels et des perspectives qu'elle offre. Alors, on a une chance inouïe dans la fonction publique, et particulièrement dans la fonction publique hospitalière au regard du secteur privé, c'est que nous, on peut garantir cela. Il n'y a qu'à voir nos taux de formation professionnelle. Vraiment, on nous envie ce taux de formation professionnelle. Donc, dans la fonction publique hospitalière, une aide-soignante peut devenir infirmière, peut devenir cadre santé, directeur des soins, et voire même exercer d'autres fonctions. Et ça, il est important qu'on puisse, pardonnez-moi l'expression, mais mieux vendre nos métiers de la santé et expliquer que ces métiers de la santé, on peut les faire diversement à l'hôpital, sur le territoire, sans que ça ne pénalise la vie, ni que ça complique l'exercice. Et puis, en termes de carrière, on n'en parle pas beaucoup là, mais il y a aussi les enjeux de retraite, de comment on intègre tout cela, et notamment pour le personnel médical. Je vous y acquiescer, Isabelle Saura, beaucoup de choses dans votre propos. Merci beaucoup. Politique sociale, on va y revenir dans un instant. Mais dire, quand vous recrutez quelqu'un qui peut, dans 2 ans, dans 5 ans, évoluer avec les formations, c'est important évidemment, formation statutaire, formation professionnelle, mais aussi en passant des concours internes. Voilà, là, un enjeu de la marque employeur. Absolument. Alors, bon, évidemment, nous... Dans les armées, c'est toujours plus. On ne parle pas d'ascenseur social, mais on parle d'escalier social parce qu'il y a un petit côté sportif qui montre que bon, il faut être en forme. Mais bon, l'escalier social est une réalité. C'est-à-dire que on va accompagner les jeunes tout au long de leur parcours pour leur permettre d'atteindre les grades supérieurs. En fait, pour un militaire qui s'engagent. Alors, je parle des militaires parce que je pense qu'il y a quelque chose on a un modèle qui est plus abouti pour les militaires que pour les civils et on essaie de voir comment on peut l'étendre aux personnes civiles. On leur fait en fait 5 promesses quand on les recrute. On leur parle donc
escalier social, avec évidemment un effort, hein, puisqu'il faut passer les concours, suivre les formations, etc. On leur dit aussi soutien efficace du militaire et de sa famille. Ça rejoint ce que vous disiez, madame, sur les crèches, la prise en compte de l'environnement personnel, hein, de notre salarié. La troisième chose, c'est l'accompagnement social, avec une politique du logement extrêmement importante. Je sais qu'il y a beaucoup de collectivités ou d'hôpitaux d'ailleurs qui ont des politiques de logement, mais là encore, on part tous un peu dans le désordre, si j'ose dire, et il me semble qu'il y aurait des choses à faire pour accélérer ce domaine du politique logement. Nous avons évidemment, et ça c'est assez spécifique aux militaires, la considération et la reconnaissance de la nation, c'est-à-dire que s'il arrive quelque chose, on va prendre en charge un blessé, mais aussi sa famille s'il y a évidemment un décès. Et puis, nous leur garantissons l'appui pour la reconversion. Donc, ces 5 promesses me paraissent faire un tout cohérent qui est, à mon avis, assez motivant pour nous rejoindre. Vous le formulez d'emblée à toutes celles et ceux qui vous rejoignent? Ça fait partie du package, ouais, j'ai du mal à utiliser le terme, mais c'est ça. Et c'est-à-dire que dès les premières étapes du recrutement, on a vraiment ces 5 points à présenter aux jeunes. On est très content de vous avoir, Isabelle Soura, parce que votre institution, le ministère des Armées, est pilote sur un certain nombre de dispositifs, notamment sur des enjeux de politique sociale. Marie Malater, vous aviez regardé du côté du ministère des Armées ce qu'il proposait, ce qui est inspirant pour celles et ceux qui nous regardent. Oui, il se passe beaucoup de choses du côté du ministère des Armées pour attirer et fidéliser les talents. Je me suis penchée sur le plan famille, qui est certes spécifique peut-être au métier de militaire, mais dont il peut être vraiment intéressant de s'inspirer. Vous l'avez évoqué, le logement, l'aide à la parentalité, ça va très très loin dans l'accompagnement des militaires et des civils qui sont concernés par une partie des dispositifs. Il faut vraiment regarder de plus près parce que c'est vraiment un plan complet adapté aux professionnels et qui peut vraiment contribuer à fidéliser les talents, comme on dit. Je peux rajouter quelque chose? Oui, en fait, c'est parce que c'était vraiment la volonté de la ministre d'avoir cette vision à hauteur d'homme, en se disant qu'est-ce qui peut nous aider, qu'est-ce qui va mieux pour aider qu'est-ce qu'il faut faire pour aider la vie des personnels. Et quand il y a 5 ans, on n'avait pas du Wi-Fi partout. Parce que des problèmes de sécurité, enfin bon, je passe les détails. Là, on a maintenant le Wi-Fi partout. Et c'est important parce que les jeunes que nous recrutons ne travaillent absolument pas comme les plus anciens. Donc, il y a ce besoin d'avoir accès à tout ce que l'administration leur propose sur smartphone. Parce que c'est comme ça qui fonctionne. Par exemple, on a installé partout des boîtes pour qu'ils puissent accéder à des ventes en ligne et se faire livrer dans les régiments comme ils le feraient chez eux, quoi. Donc, il y a toute une série de choses qui ont été faites parce qu'il faut prendre en compte aussi le fait que les jeunes que nous recrutons ont d'autres aspirations pour mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. Une autre, ils sont digital natives. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut qu'on prenne en compte, y compris peut-être les difficultés à vivre dans les grandes villes. Alors, c'est vrai que pour le ministère des Armées, c'est assez facile parce qu'on a quand même 80% de nos effectifs qui sont dans des zones hors métropole, mais c'est vraiment très important parce que le niveau de vie augmente dès qu'on quitte les grandes métropoles, en fait. Merci beaucoup. Je le glisse. Alors, je vois que vous êtes extrêmement nombreux à poser des questions que je vais essayer de relayer dans un instant. Et vous avez un onglet sur la droite également de vos écrans, de vos tablettes, qui s'appelle Sondage, en onglet Sondage. Et on a posé cette question. Comment favoriser l'attractivité? Vous avez 4 réponses possibles. Faut-il mieux rémunérer les agents? Faut-il mieux expliquer les missions et les métiers? Faut-il mieux travailler la marque employeur du secteur public? Faut-il professionnaliser la gestion des ressources humaines? Ou bien tout cela à la fois? C'est l'onglet tout cela à la fois qui est loin devant. Madame la déléguée générale, la FHF, Zenariette, sur les politiques sociales. Alors vous le dites, il y a une question de rémunération qui est citée là dans ce petit sondage sur les tablettes de celles et ceux nombreuses qui nous suivent. Mais au-delà de ces enjeux de rémunération, ou peut-être que certainement le privé peut proposer des rémunérations plus importantes, cet aspect social, de politique sociale, c'est aussi un plus que vous mettez en avant, qui est important pour attirer des talents pour les recrutements? Oui,
Oui, tout à fait. La politique sociale, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, avec tout son volet à la fois logement, garde d'enfants et puis tout ce qui est aussi divertissement, avec aussi les prestations que nous essayons d'apporter et l'accompagnement sur les prestations sociales. Au-delà sur la rémunération, il reste quand même un point qui est particulier aussi à notre secteur. C'est vraiment la valorisation des suggestions et notamment du travail de nuit, du travail de week-end, de la permanence des soins. Aujourd'hui, il n'y a plus que l'hôpital qui assure la permanence des soins et cette permanence doit être effectivement fortement valorisée. À côté de ça, on a dit les modalités d'exercice professionnel. Il nous faut des modalités d'exercice professionnel plus souples, plus adaptées aux attentes des futurs professionnels et des professionnels aujourd'hui. Et puis, par ailleurs, il faut pouvoir continuer. Et nous savons, hélas, que ces 2 dernières décennies, une politique d'économie plutôt comptable nous a été imposée pour maîtriser les dépenses publiques et qui est venue nuire aussi en matière de qualité et d'intérêt professionnel, puisque inévitablement, ça a rogné sur les investissements. Donc, qu'il s'agisse des investissements, l'accès à des plateaux techniques performance qui intéressent les professionnels, des locaux adaptés, fonctionnels, et ça, c'est extrêmement important, ça fait partie de l'environnement. Et bien évidemment, un élément majeur, c'est de pourvoir les postes vacants et de renforcer les effectifs, puisque, vous savez, c'est un peu serpent qui se mord la queue. Si vous travaillez en effectif limité, c'est plus difficile d'accéder à la formation, c'est plus difficile, on est plus fatigué. Donc, il faut pouvoir activer l'ensemble de ces leviers pour que le résultat soit garanti. Et puis, une politique de communication extrêmement importante qui doit être portée par les pouvoirs publics. Moi, je salue les politiques de communication faites par l'armée, que je trouve toujours extrêmement intéressantes. Il nous faudrait la même chose au niveau des pouvoirs publics en matière de santé. Merci beaucoup. Alors, je regarde le timing, je vois qu'il est déjà 16h40 et vous avez un agenda extrêmement chargé. C'est très frustrant puisqu'on pourrait passer beaucoup de temps encore à débattre de ces enjeux. Peut-être un mot de conclusion, si vous voulez bien, pour celles et ceux qui nous regardent, de solutions. Alors, on a parlé de cette nouvelle manière de recruter, peut-être un peu différente, en tenant compte aussi des attentes, des aspirations individuelles, des trajectoires, expliquer toute la richesse des métiers, la richesse des missions, parler du sens, parler du cadre de vie, enfin, les politiques sociales, ce qu'évoquait Marie. Peut-être pour conclure, Isabelle Sora, comment vous voyez la suite? Pour celles et ceux qui nous regardent, que faut-il faire en plus? Que faut-il faire? Comment faire en plus? Comment faire en plus? Alors, si on la question est mal formulée. Alors, non, mais comment faire en plus? Je dirais que ce que vous venez de dire, Madame, sur la rémunération des suggestions particulières me paraît vraiment déterminante, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, quelles sont les personnes qui travaillent le dimanche? Ce sont principalement des fonctionnaires. Et donc, alors beaucoup, hein, évidemment, dans le secteur hospitalier. Donc, je pense vraiment qu'il faut qu'on arrive à avoir des capacités à compenser ces suggestions. Nous essayons de le faire parce qu'il y a une mobilité très forte hein, pour les militaires, mais je pense que dans toutes les professions de la fonction publique, il y a des suggestions particulières qu'il faut qu'on arrive à compenser. Nous essayons, nous aussi, de féminiser beaucoup plus nos métiers, parce que la moitié des jeunes sont des femmes, hein, et que donc si nous souhaitons pouvoir les recruter et leur permettre de mener les carrières qu'elles souhaitent jusqu'au plus haut niveau dans l'armée. On n'y est pas encore tout à fait. On a de plus en plus de femmes générales, mais on n'est quand même pas en la pyramide entièrement féminine. Donc, je crois qu'il faut donner envie. Il faut, et la crise sanitaire a montré l'importance, vraiment l'importance de tous ces métiers du secteur public. Et je trouve que vraiment, on est là avec... il faut continuer sur les missions, à expliquer les missions que nous accomplissons et pourquoi nous sommes absolument indispensables. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Cet échange, évidemment, contribue à faire avancer ces problématiques. Quelle est votre conclusion, les messages sur lesquels vous voulez insister? On a bien compris que l'approche devait être globale, devait être stratégique aussi. On a bien compris cet enjeu de s'adresser à des femmes et des hommes, d'individualiser nos process plutôt qu'une
une approche trop administrative. Quel est le message fort sur lequel vous voudriez conclure, Zena Briette? Rappeler que les métiers de la santé sont vraiment des métiers à forte valeur ajoutée. C'est des métiers qui concilient connaissances, technologie, performance, mais également énormément de valeur. Donner du sens à sa vie professionnelle, à sa vie tout court, plein d'humanité. Et c'est des métiers qui sont vraiment riches. Et j'en veux pour preuve que ce sont non seulement au-delà de l'utilité, c'est des métiers où il est possible de s'épanouir. Et donc, il faut absolument, plutôt que de réenchanter les métiers, c'est de garantir cet épanouissement dans sa vie professionnelle et c'est possible. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Merci Isabelle Sora, merci Zena Briette, déléguée générale de la Fédération hospitalière de France. Madame Sora, vous êtes secrétaire générale pour l'administration. Je me penche, alors tous nos échanges sont très riches, mais dans le chat, on parle de l'explication du sens, la question du management qui est tellement essentielle, le management de proximité, réflexion sur la co-construction du service public. Voilà aussi une piste pour la suite. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'avoir témoigné. Merci dans votre agenda chargé d'être venu sur le plateau, Isabelle Sora. Alors, bougez pas, je vais me tourner de nouveau vers les associations qui sont avec nous. Je salue Pascal Kessler, qui nous a rejoint, monsieur le président de la FAFP. Vous avez le micro, hein, si vous voulez. Peut-être, il y avait une question à Pascal Kessler sur le dialogue social. Quelqu'un dans le chat saluait la représentativité, le fait qu'il y ait les trois versants qui soient là, mais s'interrogeait sur le fait qu'il n'y ait pas d'organisation syndicale. Donc, merci d'être là. De rien, mais le dialogue social, ça se fait avec les ministères, avec les instances politiques. Et donc, pour l'instant, on est en stand-by, puisqu'on nous a annoncé au niveau du 15 mars une augmentation de la valeur du point que tout le monde attend avec impatience, parce que l'attractivité, c'est aussi ce qui est en bas sur la fiche de paye. Et l'attractivité, c'est un ensemble, dont la revalorisation des éléments variables, des suggestions spéciales qui sont figées depuis de trop nombreuses années, le travail de nuit, le travail du dimanche, comme ça a été cité, mais c'est aussi après la protection sociale complémentaire, l'action familiale, la vie en continu. Donc, c'est un tas de choses, mais voilà, ça ne dépend pas que du dialogue social national, ça dépend après des instances dans les ministères, dans les collectivités, dans les établissements de santé, ça dépend de tas d'acteurs, de tas de volontés, de tas de moyens, mais il faut qu'on sorte alors pour arriver à ça du fonctionnaire bashing qu'on a trop vécu de nombreuses années en nous voyant la fonction publique comme un coût, pas comme une richesse, ce qui est un peu sorti de la crise, où on est sorti de cette logique négative pour arriver dans une logique plus positive. Mais il faut aller plus loin maintenant, faut vraiment… réenchanter les problématiques, on contribue à le faire. Merci beaucoup. Est-ce que, alors le micro va circuler, on va dans 4-5 minutes basculer sur le deuxième regard croisé. On n'est pas là pour débattre, mais plutôt là pour porter des messages pédagogiques et porter une réflexion. On va parler de fidélisation. On a recruté maintenant, comment on conserve, comment on garde les talents. Peut-être sur ces séquences qu'on a appelées 1 minute, une priorité pour ce nouveau quinquennat. Est-ce que Lucilla Modebelu, est-ce que vous voulez vous lancer? Alors la caméra se tourne vers vous. Merci d'être là. Et puis, alors attendez, juste la régie me dit, est-ce qu'on peut… Alors voilà, il va y avoir un petit jingle et puis vous allez l'entendre et puis vous pouvez vous lancer. Bon, je vais tâcher de rebondir sur l'ensemble des choses qui ont été dites, notamment du point de vue des jeunes agents. Hein, donc, on parle d'attractivité, fidélisation. AFP 21, les jeunes agents publics, donc moins de 35 ans, tout versant confondu, donc primo-arrivants dans la fonction publique. Les aspects forts pour choisir une administration, c'est pouvoir sentir qu'on œuvre pour la transition écologique, pour le climat, qu'on va bénéficier d'un management plus humain et que le soutien de l'État se fera sentir
assez précisément en proximité sur tout ce qui est projet innovant, qui sortent un petit peu des cadres établis. Et donc, l'ensemble de ces aspects-là appellent à revoir l'ensemble enfin, en tout cas, un certain nombre des cadres de référence auxquels on est habitué à recourir, notamment sur le management. J'entendais Madame Riette, la déléguée générale FHF, qui parlait tout à l'heure du recours à l'innovation managériale des agents hospitaliers pendant la crise. Et ça a été salué par de nombreux acteurs. Et c'est là que parfois le bas blesse dans les cadres de référence actuels, notamment d'un point de vue réglementaire. À FP21, on travaille beaucoup sur l'innovation sociale, publique, économique. Et lorsque les agents trouvent des solutions pertinentes pour répondre à des besoins locaux, comme je pense à des circuits courts alimentaires entre administration et puis collectivités, ou solutions de recours au logement pour les agents publics les plus précaires, par exemple, ça nécessite de pouvoir dépasser des verrous parfois réglementaires ou même parfois humains. Et donc, voilà, c'est une attente d'avoir un soutien de l'État par rapport à ça. Je parlais du management tout à l'heure. Si on se situe d'un point de vue jeunes agents, donc on arrive et on souhaite... ce qui est fort, c'est d'avoir un dispositif d'accompagnement qui soit adapté à la prise de poste des jeunes managers, ce qui est important, et puis aussi de pouvoir accompagner les managers dans le développement de leur propre parcours. Ce sont des personnes qui sont chargées d'accompagner le développement des potentiels de leurs collaborateurs, et avant toute chose, il est important qu'eux-mêmes puissent bénéficier d'un accompagnement professionnel, et ça pose question de comment on recrute les managers. Je pense au concours. Nous, on est un peu moins sur l'accès au concours à FP21, mais un exemple, je sais que l'ex-ENA, maintenant INSP, à l'époque c'était l'ENA, a instauré une épreuve à l'époque innovante qui s'appelle, donc de mémoire, l'épreuve d'interaction. Oui, je vois, j'ai plus le terme aussi. Voilà, donc ça, c'est une très bonne dynamique. Et par exemple, pour aller plus loin, il faudrait qu'elle puisse être déterminante dans le choix du futur dirigeant de l'État, qu'elle puisse faire basculer l'admission en prenant en compte vraiment ses compétences douces de management relationnel. Une autre chose concrète, c'est la notation des managers. Par exemple. Oui. Aujourd'hui, on est sur un management rationnel, objectif, résultat, indicateur de performance. Donc, c'est une base qui n'est pas à remettre en question, mais la performance, elle est aussi humaine. Je sais qu'elle en parlait, Madame Riette, tout à l'heure. Il y a la performance dans la gestion des relations. Donc, pourquoi pas aller vers une notation des managers qui soit au moins à 50% centrée sur sa capacité à manager, son leadership, son courage managérial. Ce sont des facteurs d'attractivité pour les jeunes générations. Et dernière chose, ensuite, j'ai fini, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre des propositions qu'on a pu faire à FP21, l'an dernier sur le management, on trouve que c'est une bonne idée de systématiser l'incitation ou l'obligation des organisations à se doter d'une stratégie managériale partagée. C'est le cas dans la santé, avec la dernière loi RIST, dite RIST, me semble-t-il, où les hôpitaux doivent inscrire un volet managérial pour l'établissement. Je prenais des notes en même temps que beaucoup de pistes. On essaiera de faire un petit compte-rendu parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Merci beaucoup, Lucilla Monebellu, présidente de l'influente association FP21. Peut-être passer le micro, si vous voulez bien, à Damien Zaversnik, si vous voulez poursuivre, président de l'Accordé. Alors, à vous la parole. Vous avez la caméra là, mais on est là tout autour de vous. Quelles sont la priorité ou les priorités pour ce quinquennat qui démarre ? Oui, en France, nous avons la chance, l'incroyable richesse d'avoir 5 millions d'agents du service public, de gens qui sont engagés au quotidien au service des autres, pour la solidarité, pour l'égalité. On a au moins autant de personnes, de jeunes qui cherchent leur avenir, de personnes qui sont parfois dans des difficultés sociales, qui soit n'y croient plus, soit ont perdu le sens de leur vocation professionnelle. Et je pense que chacun a pu constater que notre pays est confronté à un certain nombre de fractures sociales, territoriales. Ce n'est pas une fatalité, et le service public est la pierre angulaire pour essayer de résoudre ces grands défis. Nous avons la chance d'avoir en France des millions de gens qui œuvrent au service des autres. C'est quand même assez unique, et soyons-en fiers, portons ces valeurs. Et donc, ce que nous disons, nous, au sein de l'association L'Accordé, c'est qu'il faut créer cette dynamique pour que les agents du service public soient mobilisés
pour faire en sorte que ces notions d'intérêt général, ces notions de réussite par des métiers qui sont au service des autres, soient finalement dans le cœur et dans l'esprit de celles et ceux qui sont parfois dans un quartier populaire et qui se disent en fait, je ne réussirai que par moi-même, par l'entrepreneuriat ou par de la petite débrouille. Et donc, ce message-là, il me semble absolument vital de le porter. C'est évidemment un enjeu politique, qu'on puisse valoriser la fonction publique et qu'on ne compte pas le nombre de fonctionnaires, sinon on n'y arrivera pas. C'est un enjeu aussi de peut-être réviser les modes de recrutement. Combien de fois au sein de l'association, on nous a dit « écoutez, ça m'intéresse, mais honnêtement, c'est trop compliqué, je vais faire autre chose ». Parce qu'il y a trop de concours, parce qu'il y a trop de modes d'accès. Et donc, moi, c'est le message que j'ai envie d'envoyer. On ne réussira pas si on n'a pas une réflexion collective sur comment on recrute. Pour quels besoins? Pour quelles compétences? Est-ce que le concours, dans ces épreuves, est adapté par rapport à ces enjeux? Est-ce que le contrat est réellement plus démocratique que le concours, ou est-ce qu'il y a aussi des biais discriminatoires que l'on a tendance parfois à mal mesurer? Et il y avait eu un rapport en 2017 qui avait pointé ça et plus personne n'en a parlé ensuite. Et donc, c'est un enjeu de responsabilité pour les employeurs publics, mais le message, au fond, qu'il nous semble important de porter, et c'est ce qu'on fait déjà au quotidien au sein de l'association, c'est qu'il faut y aller. Portant un message positif, administration, employeurs publics, agents du service, mobilisons-nous par des visites, par du mentorat, par l'ouverture, par des stages ou par d'autres apprentissages, Madame saura en parler, pour que la fonction publique soit méconnue et qu'on tende la main concrètement sur le terrain. Je terminerai par le sujet du mentorat, très rapidement. Vous faites coup triple. Premièrement, vous aidez concrètement quelqu'un sur un besoin précis. Deuxièmement, vous avez un agent du service public qui est fier de ce qu'il fait, parce qu'il peut en parler. Et troisièmement, vous cernez aussi un petit peu mieux la réalité sociale du pays, les enjeux. Vous êtes plus précis dans la manière dont on construit la fonction publique et le service public. Et donc, c'est ce message-là, très positif, enthousiaste, qu'il nous semble important de porter en ce début de quinquennat. Merci et surtout bravo à vous deux. Peut-être je vous donne la parole dans un instant, peut-être après la deuxième table ronde, puisqu'on va basculer sur l'autre table ronde. Et je voudrais donner la parole à Mathieu Girier et à Agnès Sarcier. Peut-être une réaction sur... c'est très riche. Si vous me donnez 2 secondes, on a besoin, en fait, des jeunes fonctionnaires, je pars de l'idée que vous êtes jeune fonctionnaire, pour nous, pour nous pousser dans nos retranchements et nous pousser à modifier nos pratiques, parce qu'on doit faire évoluer le management dans la fonction publique. On l'a très bien vu avec le télétravail. Pour ceux qui avaient la chance de pouvoir télétravailler, ça a été difficile pour les managers de proximité de s'adapter au fait de ne pas avoir des personnes sous la main. Et on sent bien qu'il y a une pression sociale très forte dans les administrations pour que le télétravail reste un acquis. Et donc, nous, on met tout en œuvre pour que ce soit le cas, mais ce genre de bousculade que nous avons, vous l'avez porté sur d'autres champs, et je pense qu'on a vraiment besoin de faire évoluer les choses. Merci Isabelle Sora. Allez, on écoute Mathieu Girier puis Agnès Sarcier, et on bascule sur la deuxième table ronde. Décidément, tout cela est riche. Mathieu Girier, président de l'ADRES, alors c'est l'Association pour le développement des ressources humaines dans l'établissement sanitaires et sociaux. Mathieu Girier. Sanitaires et sociaux, ouais. Tout à fait. Merci Sylvain. Alors, sans reprendre le catalogue des différentes actions et des différentes initiatives qui ont été faites par les précédents intervenants, et sur ce point, je tenais notamment à saluer et à remercier Zaina Brié qui était avec nous, parce que c'est vrai qu'elle a su donner en quelques mots l'essence même des efforts qui sont faits actuellement par les directions des ressources humaines hospitalières sur le territoire. En quelques mots, je pense que la GRH hospitalière aujourd'hui, c'est une question de flux. C'est une question de flux de professionnels qui ne feront plus leur carrière dans un seul service, qui ne feront plus forcément leur carrière dans un seul hôpital, avec des modes d'activité et d'exercice qui vont être très diversifiés. On l'a dit, ils conçoivent leur passage à l'hôpital comme un temps défini dans leur carrière. Et ce flux de professionnels, il rencontre un flux de compétences requises qui évolue extrêmement vite au fil de l'innovation technologique qui, à l'hôpital, nous concerne énormément et vient complètement transformer nos activités d'une année sur l'autre, sans parler de ce qui peut se passer en une décennie. Ce qui me marque beaucoup dans toutes les différentes initiatives qu'on a citées précédemment, c'est que le catalogue est très ouvert et que finalement, c'est à chaque établissement, à chaque structure,
de réfléchir en fonction de ces enjeux temporels qui ne sont pas les mêmes pour un EHPAD, pour un établissement local, pour un CHU, pour un centre hospitalier, en fonction de ses propres exigences locales en matière de continuité des soins, bien sûr, c'est un impondérable pour les hôpitaux, mais aussi en matière de transformation écologique, d'écoute démocratique, d'exigence de neutralité, d'ouverture sur le public, de finalement définir son propre plan et de définir sa propre liste de solutions. Alors, s'il y avait une seule priorité à défendre, à mon avis, pour ce nouveau quinquennat, c'est de donner la liberté d'agir et d'adapter à tous les hôpitaux par deux moyens. Celui du grain à moudre, nous donner des leviers qui sont déjà importants sur le plan du droit et qui doivent se développer sur le plan des moyens. Et puis, bien sûr, la capacité d'adapter aux besoins locaux les règles de fonctionnement pour être au plus près de ces besoins qui sont si différents d'une région à l'autre, d'un établissement à l'autre, d'une prise en charge à l'autre. Merci beaucoup Mathieu Giré, président de l'adresse. On bascule dans un instant sur la deuxième table ronde. Désolé aux deux intervenants, on a pris un peu de retard, mais on souhaitait vous entendre, Agnès Arcier. Cet enjeu de parité, d'égalité professionnelle est tellement essentiel. Vous faites le lien aussi entre les enjeux de recrutement et les enjeux de fidélisation. Agnès Arcier, vous êtes présidente de la Fédération des femmes administrateurs. On vous écoute. Alors, une minute, une priorité pour le quinquennat, à mon sens, c'est parler très fort des valeurs républicaines dans le service public. On y a touché. Je crois profondément que du niveau politique le plus élevé jusqu'au niveau d'exécution de l'administration, il faut redire le lien qui existe entre le sujet des valeurs de la République et la fonction publique, les trois fonctions publiques. C'est un sujet qui est totalement lié à l'attractivité et à la crise d'attractivité de la fonction publique à l'heure actuelle. D'abord parce que cela renvoie à une question de sens et d'envie donnée à l'engagement professionnel, bien évidemment. Et c'est aussi, comme l'a dit un de mes collègues, un enjeu de société, alors que notre pays a plutôt tendance à se diviser en ce moment. Le service public est sans doute un lieu, si ce n'est le lieu de convergence et la pierre angulaire. Alors ça veut dire quoi concrètement? À mon sens, c'est se référer aux trois mots du frontispice de nos mairies. L'égalité. L'égalité dans la fonction publique, l'égalité des chances. Ça veut dire pour moi évidemment l'égalité femmes-hommes et la parité, Isabelle Sera en a dit un mot. C'est aussi l'égalité d'accès à la fonction publique avec sans doute la variété des modes de recrutement, mais sans oublier leur simplicité, comme vient de le dire également un de nos collègues. Il faut des différents modes d'entrée et des modes d'entrée relativement simples et compréhensibles. C'est aussi l'égalité entre la promotion interne et l'accès externe. Et je pense qu'il faut remettre un peu plus de priorité sur la promotion interne et le faire savoir. Donc, c'est l'égalité dans la fonction publique. Fraternité, liberté. Là, ce sont deux mots très importants parce que cela correspond au sens des métiers qui sont exercés par les fonctionnaires pour le bien vivre ensemble. Le bien vivre ensemble, c'est la fraternité, la solidarité, comme on dit un peu plus de nos jours, c'est aussi la liberté, la possibilité de faire que chacun ait une liberté individuelle et qu'il y ait des libertés publiques. C'est l'engagement de beaucoup de fonctionnaires, qu'il s'agisse des métiers de sécurité, des métiers juridiques, des métiers sociaux, des métiers d'éducation. Bref, il y a un sens à être fonctionnaire. Donc, une priorité pour le quinquennat, pour moi, c'est remettre en avant la devise de la République sous laquelle chaque agent public travaille. Il y a un sens républicain à être fonctionnaire. À mon avis, le moment est venu d'en parler à nouveau. Merci beaucoup Agnès Arcier, merci à toutes. Je vous propose qu'on écoute les autres associations, Luc Pierron, Vincent Olivier, Johan Fora-Porto, juste après la deuxième table ronde. Navré d'avoir pris un peu de retard, je crois que vous êtes là, Samuel Rouget et Vincent Lecomte, est-ce que vous m'entendez ? Alors, ils sont en train d'arriver, donc basculons sur cette deuxième table ronde, deuxième regard croisé, la question de la fidélisation. On a parlé attractivité, maintenant comment donner des perspectives et donner des trajectoires aux agents. Vous êtes nombreux à réagir dans le chat, vous parlez aussi de formation en interne, de perspectives, avant de recruter à l'extérieur, pensez aux agents publics des opérateurs, notamment, nous dit Béatrice Collin. Enfin, vous êtes nombreux à mettre en avant cet enjeu. Fidéliser, l'urgence à accompagner, former et récompenser. Alors, est-ce que vous entendez Samuel Rouget, directeur des ressources humaines au CHU de Tours, vous intervenez à l'EHSP, vous êtes membre du SMPS, et Vincent Lecomte, DRH du Conseil régional des Pays de la Loire, vous êtes membre de l'association des DRH des grandes collectivités.
association des DRH des grandes collectivités, qui interviendra aussi en fin de colloque. Est-ce que vous m'entendez tous les deux? Bonjour, oui, bien sûr. Alors, je vous entends, mais je ne vous vois pas. Alors Vincent, Monsieur Rouget, il y a un petit souci de connexion. C'est bien la preuve qu'on est en direct. Voilà. Vincent Lecomte, peut-être pour lancer la discussion, la question de la fidélisation, l'urgence à accompagner, former et récompenser. Donc, le recrutement est un enjeu crucial, la fidélisation l'est tout autant. Comment faites-vous? Quelles sont vos analyses à la fois dans votre association, dans vos pratiques professionnelles? Cette question de donner des perspectives, comment vous la vivez au quotidien? Tout à fait, merci. Effectivement, je crois que les deux questions sont étroitement liées, puisque l'attractivité, c'est d'abord notre capacité à satisfaire ceux qui sont déjà là. Moi, je crois beaucoup au bouche à oreille, et donc en investissant sur la façon dont on accompagne, dont on permet le développement du parcours professionnel de nos collaborateurs qui sont déjà là, c'est une façon, je pense, particulièrement efficace pour développer notre attractivité. Il n'y a rien de pire qu'un employeur qui déçoit, qui présente une belle vitrine, qui a des discours un petit peu d'affichage, et quand l'expérience utilisateur ou l'expérience collaborateur est déceptive, on le paye très cher derrière, quoi. Donc je pense que c'est effectivement important, au-delà de l'attractivité, de s'intéresser à l'accompagnement. Alors pour nous, je vais rejoindre beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites. On l'a vu que ça a été dit dès le début, notamment par Isabelle Sora. Dans le diagnostic, on voit bien que cette question, elle est différente selon les métiers. Et j'ai l'impression qu'on n'échappe pas à un moment ou à un autre à cette approche métier, à la fois pour l'attractivité, mais également après pour faire vivre les parcours professionnels, pour accompagner, pour former, pour récompenser. Nous, ce qu'on perçoit, c'est que, et je rejoins également l'intervention précédente de Mathieu sur la notion de flux. On a un peu trop tendance dans la fonction publique en général à raisonner en stock. Et les personnes, ça a été dit tout à l'heure, on recrute des personnes et on emploie toujours le terme d'agent. Quand on regarde notre vocabulaire, notre culture profonde, elle est très peu attractive en fait. Voilà. Nos notions de grade, nos notions de tout ça, c'est complètement. Les personnes qui nous rejoignent ouvrent grand les yeux en disant mais où est-ce que je suis tombé, quoi. Voilà, voilà. Bon. Donc quand on est sur cette notion de flux, ça veut dire que nos personnes ne cherchent pas un déroulement de carrière en fait. Ils cherchent à avoir une évolution de compétences. Ils cherchent à ce que ils sont rentrés dans le monde de l'intelligence, dans le monde où en fait on est en formation permanente, on est en formation continue, et ils ont besoin que l'employeur leur apporte une promesse. C'est vous ne perdrez pas en employabilité en venant chez nous. Au contraire, vous allez gagner en employabilité et vous allez avoir un parcours métier. Et donc pour nous, là-dessus, ce qui est très important, ce sont les notions de communauté métier. Parce qu'on a tout de suite tendance à porter le sujet au niveau des DRH, donc certes, mais la DRH toute seule, que peut-elle faire? Et donc on a parlé un petit peu des managers. Donc souvent, c'est le manager qui est le véritable, commercial de la DRH, qui est le VRP de la DRH, qui est celui qui met en œuvre la politique RH. Mais le manager, aujourd'hui, il est dépassé dans cet enjeu de développement des parcours et des compétences. Donc, on a besoin des pairs, PAIR, AIRS, et donc de structurer des communautés métiers pour porter cet enjeu du parrainage ou du mentorat, de l'embarquement en fait des nouveaux collaborateurs. On a besoin des communautés métiers pour partager les bonnes pratiques, pour construire des outils, des référentiels, actualiser les procédures, et ça en période de gestion de crise, c'est capital, pour évaluer les compétences et pas seulement le manager. Moi, mon assistante, je suis incapable de l'évaluer moi-même, sérieusement. Les outils techniques qu'elle utilise, je ne les utilise pas moi-même. Par contre, quand elles se réunissent en communauté métier d'assistantes, par exemple, ou d'assistants, ces personnes sont capables, de façon complètement bienveillante, de constater que, tiens, là-dessus, je suis moins performant, comment tu as fait, montre-moi, etc. etc. Voilà, quoi. Donc, nous, on croit beaucoup au développement des communautés métiers, y compris après pour les immersions, pour développer des passerelles entre métiers et permettre de changer de métier, parce qu'il y a des métiers à usure professionnelle dans nos administrations. On a beaucoup de métiers à forte usure professionnelle. On ne peut pas faire 40 ans
sur un métier de cuisinier en restauration collective. Et donc, la prévention des risques, c'est aussi de permettre à cette personne, avant d'être cassée, usée, et voilà, de commencer à préparer un nouveau parcours. Alors, chez nous, dans nos collectivités ou dans nos administrations ou ailleurs. Voilà, donc nous, voilà, notre réflexion un petit peu sur l'accompagnement, c'est mobiliser ces communautés métiers, cette approche métier. Voilà. Merci beaucoup Vincent Lecomte. Alors vous avez posé plein de choses, ça rejoint le mentorat qu'évoquait Damien Zaversnik, la question des communautés pro, la question du partage de pratiques, de méthodes. Samuel Rouget, vous nous avez rejoint, je crois, directeur des ressources humaines du CHU de Tours, intervenant à l'EHESP, membre du SNPS. Vous êtes bien avec le projet ? Alors, le temps qu'il se connecte, je me tourne vers vous, chère Marie. Vous avez pris la place d'Isabelle Sora et vous avez travaillé sur ces enjeux de marque employeur dont on parle depuis 16 heures, dont on parle plus particulièrement sur la séquence. Marque employeur, quels sont les enjeux ? Alors, ça peut paraître un petit peu abstrait, hein, mais la marque employeur est quelque chose de tout à fait capital en matière d'attractivité et de fidélisation. C'est une stratégie qui est beaucoup développée dans le secteur privé et il faut peut-être pas avoir peur de s'en inspirer pour le secteur public. Donc, au début de l'année, l'État a lancé la marque employeur des services publics à travers la plateforme Choisir le service public. Et aussi, plus récemment, la territoriale s'est intéressée au sujet en travaillant sur une marque employeur unique. Donc, on est encore au début de la réflexion, mais on sait d'ores et déjà que ça intéresse beaucoup les professionnels publics du secteur et qui se mobilisent autour de cette question cruciale. Merci beaucoup, Marie. Vous restez avec moi, et puis vous avez un ou deux autres éclairages très, très pertinents. On va l'évoquer. Alors, on me dit dans l'oreillette que Samuel Rouget est reparti, petit souci de connexion. On est toujours en direct, et puis là, quelques actualités au CHU de Tours. Vincent Lecomte, alors vous avez posé beaucoup d'enjeux dans les pratiques que vous évoquez. Finalement, on dépasse, c'était un peu l'un des enjeux, l'un des messages de la première table ronde, on dépasse beaucoup ces pratiques, ces process administratifs statutaires. On est vraiment sur de l'incarnation. Les associations, les responsables d'associations présents ici le disent, il faut incarner, il faut y aller, il faut avancer. Tout ça, c'est une question d'engagement, très, très clairement, l'engagement des managers, l'engagement des agents. Vincent Lecomte. Vincent Lecomte est parti aussi. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'avais coupé mon micro, excusez-moi. C'est très pertinent. Vous savez, ceux qui ne mettent pas sur mute et qui continuent à écouter les discussions, on a tout leur environnement sonore. Je vous en prie, on vous écoute, Vincent Lecomte. Effectivement, je crois que l'engagement, effectivement, il faut que. Je pense que c'est ça en réalité, l'attractivité ou la fidélisation, elle se joue aussi là-dessus, c'est-à-dire notre capacité à permettre à nos collègues, à nos collaborateurs de s'engager, de transmettre, de donner. Ils ont plein d'idées, ils ont plein d'énergie, et donc tout ce qu'ils ont de positif, au lieu de l'enfermer dans des boîtes et de le réfréner de tous les côtés, il faut qu'on leur permette de le déployer pleinement. Et je pense qu'effectivement, le cadre un petit peu informel de communauté métier, par exemple, permet à chacun de donner le sens. C'est aussi de se dire, bon voilà, moi j'ai un peu d'expérience, j'ai envie de pouvoir le transmettre. Voilà, c'est en donnant que l'on reçoit et on a envie de pouvoir donner, on a envie de pouvoir gratuitement, en fait, travailler avec des pairs sur l'amélioration de notre façon de travailler. Nos collaborateurs, en général, sont très motivés par la qualité du travail réalisé. Ils ont envie de pouvoir bien travailler. Ça a été déjà largement démontré et commenté à maintes reprises. Et donc, cette notion de métier, elle vient répondre aussi à cette promesse de leur dire, voilà, vous avez envie d'être fiers de votre travail, de bien travailler. Et bien voilà, on vous donne le crayon pour vous permettre entre pairs, de construire ces outils, ces procédures adaptées à la réalité de la situation. C'est ce que disait également Mathieu Guerrier. Surtout, restons en proximité et il n'y a pas deux employeurs publics identiques. Voilà. Donc, donner le crayon, c'est leur permettre de s'engager, leur permettre d'être acteurs
de leur parcours professionnel. Et je pense que ça, c'est très efficace. Le message que vous portez à l'association des DRH des grandes collectivités, ça rejoint, Vincent Lecomte, un enjeu une forme d'autonomie qu'on peut donner aux managers et plus particulièrement aux managers de proximité. Parce que ce que vous évoquez là, si les managers ont la possibilité de le mettre en place et si on leur accorde confiance, autonomie, mais du temps aussi et peut-être quelques moyens, ça peut se développer. Mais il faut une impulsion du top management, il faut une impulsion du plus haut niveau de la structure pour permettre justement que cette autonomie, cette confiance se développe. C'est aussi là encore un enjeu clé, un message à porter cet après-midi. Oui, c'est indéniable qu'effectivement, le top management doit se pencher sur ces questions. Je relèverai un point dans votre question, c'est la notion de la durée. C'est peut-être une difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que ces enjeux-là, ils se travaillent sur le long terme. Et il faut que le top management soit peut-être davantage acteur de chantier de long terme. Et c'est vrai qu'on a un petit peu une culture de l'urgence, de la réaction à la situation. Et ça, effectivement, c'est sans doute quelque chose qu'il faut qu'on rééquilibre au niveau du top management pour permettre de travailler sur le long terme. Cette notion de marque employeur, vous voyez, c'est vrai. Et je retiens le commentaire d'Isabelle Sora, marque employeur avec un S, c'est-à-dire que même au sein d'un même employeur, il faut qu'on ait une marque employeur adaptée là aussi au métier. Voilà, on ne peut pas faire la même promesse. Voilà. Et une difficulté qu'on a dans la fonction publique territoriale, parce qu'effectivement, je suis là un petit peu avec cette casquette aussi, c'est que ça a été dit lors du précédent colloque du 10 mars. Nos personnels, quand ils se présentent, nos candidats, en général, ils ont une idée très vague de qui nous sommes réellement. Et ça, c'est une difficulté particulière dans la fonction publique territoriale, c'est qu'on a une palette de missions et donc de métiers extrêmement large, sans doute un petit peu trop. Et ça nuit à notre lisibilité d'employeur et également à notre capacité en tant que DRH à porter une politique RH adaptée à chaque métier. Voilà, on a un dialogue social unique quand vous avez 200 métiers sur un employeur. Voilà, le dialogue social, il est pas forcément adapté à chaque réalité au sein de chaque mission. Voilà, on parlait du numérique, des enjeux de cybersécurité, etc. Notre dialogue social ne porte pas là-dessus parce que c'est noyé dans des problématiques beaucoup plus générales, beaucoup plus larges. Et donc, on réfléchit, nous, par exemple, on parle souvent de fonction publique territoriale, mais cette territorialité, elle est multimission, si vous voulez. Vous avez un territoire, une collectivité, que ce soit une région, un département ou une métropole, et cet acteur-là, il a une très grande diversité de missions. Et est-ce que la fonction publique de demain, là je lance un petit peu un pavé dans la mare, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à ce que cette territorialité soit par mission? C'est-à-dire que si je prends la restauration collective, vous avez aujourd'hui pour la mission de service public de restauration collective, vous avez les communes, vous avez les départements pour les écoles, les départements pour les collèges, les régions pour les lycées. Et je passe après pour l'université. Et donc on a 4 employeurs différents pour une mission de service public. Et sur un même territoire, dans une même ville, vous êtes en restauration en collège, vous voulez passer à l'école ou au lycée, il faut changer d'employeur avec des politiques RH différentes. Voilà. Donc, est-ce que le service public de demain, c'est pas un établissement public dédié à chaque mission sur un territoire? Ça rejoint vraiment des enjeux de GRH de manière plus large. Merci beaucoup. Vous restez évidemment avec nous. Je vous vois apparaître, Samuel Rouget, monsieur le directeur des ressources humaines du CHU de Tours. Vous intervenez à l'EHSP, vous êtes membre du SNPS. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends et je vous vois. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter, de participer à cet échange. On parle de fidélisation, on a parlé d'attractivité, on parle maintenant de fidélisation. On a recruté, comment on fait pour garder les talents et les constats, les propositions sont multiples. On vient de parler de mentorat, on vient de parler de plein de choses. Quel est votre regard sur cette question de la fidélisation qui rejoint clairement des enjeux de qualité de vie au travail? Samuel Rouget, on vous écoute. Oui, tout à fait. Alors,
On a évoqué tout à l'heure, j'ai entendu le terme de marque employeur, on parle beaucoup de promesse employeur, et je pense que sur la question de la fidélisation, pour être un tout petit peu trivial, si on veut être fidèle, enfin si on veut que les autres soient fidèles, il faut être fidèle soi-même. Donc la question c'est quelle est la promesse employeur qu'on est capable de proposer aux gens qu'on souhaite recruter, et est-ce qu'on va être capable de tenir cette promesse. À l'hôpital, je pense qu'on a deux facteurs absolument essentiels sur lesquels on doit évidemment s'appuyer de manière systématique, qui sont nos boussoles. Premièrement, ça a été dit tout à l'heure par la déléguée générale de la FHF, le sens. Deuxièmement, la confiance. Alors le sens, c'est valable évidemment pour tous les services publics, mais pour l'hôpital, peut-être encore plus particulièrement, puisqu'on n'a jamais travaillé à l'hôpital sans raison, et dans un monde de contraintes, y compris économiques, c'est un enjeu absolument fondamental pour tous les managers que d'être capable de garder comme boussole de manière systématique ce sens. Sur la question de la confiance, avant même de parler de l'évolution professionnelle, je crois qu'il est important de positionner les professionnels dans une échelle de décision, notamment à travers le management participatif, à travers la capacité qu'on a à détecter des potentiels de gens qui vont être capables de manager à l'avenir, de les accompagner évidemment dans ces missions. Je me souviens qu'on avait échangé avec Decathlon, ça peut paraître un peu trivial pour le secteur public que d'aller se renseigner auprès de gens qui vendent des shorts et des ballons, mais vous savez que Decathlon est à la fois une entreprise extrêmement dynamique qui emploie beaucoup de jeunes, qui est capable de faire monter en interne beaucoup de gens, et une des promesses employeurs que présente... Allez-y, hein, on vous écoute. Monsieur Rouget, alors on me dit que ça y est, ça a sauté, on vous a perdu, mais on a bien compris vos messages. On vous redonne la parole dans un instant quand vous serez reconnecté. La régie me dit que Philippe Laurent, vous nous avez rejoint. Monsieur le maire de Sceaux, oui. président du CSE. Ah, bon, on ne vous voit pas apparaître à l'écran, mais ça va. Voilà. Ça y est. Je vous vois, on vous voit. Merci beaucoup. Président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, maire de Sceaux, et co-auteur de ce rapport très remarqué sur l'attractivité dans la fonction publique territoriale, avec des préconisations qui s'appliquent pour l'ensemble de la fonction publique, avec Corinne Defarge et Mathilde Icard que vous aviez produit. On a parlé attractivité, on a parlé fidélisation. Dans votre rapport, il y a une vingtaine de préconisations. Alors vous qui êtes un grand expert de la fonction publique, quels sont les enjeux, quelles sont les urgences à traiter en ce début de quinquennat sur ces questions d'attractivité et de fidélisation? Oui, écoutez, d'abord, notre rapport a été fait assez rapidement, même si nous avons à peu près rencontré une centaine de personnes et fait une centaine de visites. Il a été fait assez rapidement et nous n'avons pas évidemment la prétention d'avoir pu répondre à toutes les questions, parce qu'au fur et à mesure qu'en fait on avançait, mais enfin on s'en doutait un peu, mais on a évidemment de nouvelles interrogations, etc. J'en ai une là depuis une dizaine de minutes que je suis connecté. C'est tout à fait intéressant avec cette tension qu'on sent entre notre système actuel de fonction publique de carrière et qui ignore, ou en tout cas qui ignore trop largement les métiers. C'est une des difficultés d'ailleurs. Et on s'est aperçu évidemment, mais ça, vous allez me dire à ceux qui nous écoutent et à vous-même, vous le savez, mais on a évidemment fait le constat d'abord d'une méconnaissance assez profonde de la part notamment des jeunes, des lycéens, des étudiants, de ce que recouvrait la fonction publique territoriale. Il y a quand même à peu près 2 millions de personnes qui y travaillent, et en réalité c'est une fonction publique, c'est un secteur qui n'est pas, en tout cas un ensemble de secteurs qui n'est pas très connu. Alors on connaît les métiers, mais on ne connaît pas les employeurs, on ne connaît pas bien les employeurs, on ne sait pas comment ça travaille. On a parfois une image d'ailleurs qui est assez traditionnelle, si je puis dire, et voire un peu dégradée de l'employeur public territorial. Ouais. Donc le premier sujet, c'est évidemment combattre cette méconnaissance. Il y a eu des tentatives, il y a des choses qui se font, etc. Mais les choses se font pour l'essentiel collectivité par collectivité. Parfois, un ensemble de collectivités, un bassin d'emploi, ça peut arriver, hein,
mais ce n'est pas généralisé et ça n'a pas une ampleur très importante. Et donc, ce que nous avons notamment préconisé, c'est qu'il y ait en effet véritablement une approche globale au niveau national de la communication et de la connaissance, du marketing de la fonction publique territoriale. Alors, ça peut se faire éventuellement par secteur d'activité, par métier, comme on disait tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, comme c'est très bien de faire d'ailleurs au niveau national, par exemple, l'armée le fait très bien. L'armée, vous allez me dire, c'est unique, c'est unifié, c'est un employeur. Bon. Donc, pour ça, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut que les employeurs territoriaux travaillent ensemble, se mettent d'accord, mettent en place des outils communs, acceptent de cotiser à quelque chose qui sera capable de faire et de monter ces actions de marketing. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ce que nous avons proposé. On a proposé donc, de renforcer considérablement la collaboration des associations de collectivités territoriales, parce qu'il y a qu'elles qui peuvent le faire. Ce n'est pas l'État de le faire. L'État ne le fera pas, et c'est normal. Mais voilà, on a proposé ça. Donc ça, c'est une première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'il y a dans les facteurs d'attractivité tels qu'on les connaît, tels qu'on les voit, ou de non-attractivité tels qu'on les voit aujourd'hui, il y a indiscutablement la question de la rémunération. Ça, c'est une question qui est posée tout le temps. On ne peut plus avoir en corollaire d'une rémunération un peu plus faible la contrepartie qui est l'emploi à vie, pour aller vite. Parce que ça, l'emploi à vie, ça n'intéresse plus les gens. Enfin, c'est comme ça, on le sait, plus personne ne rêve véritablement de cet emploi à vie. D'abord, les gens imaginent que tout ça, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui peut-être, mais ça n'existera peut-être plus demain. Donc, il n'y a pas de confiance importante dans cette idée. Et puis, il n'y a pas non plus une appétence très forte pour cet emploi à vie. En réalité, les gens disent, nous, l'emploi à vie, à la limite, on s'en moque, mais ce qu'on veut, c'est être payé un peu plus. Ouais. Donc, il y a la question de la rémunération, c'est indéniable. C'est un constat qui a été dressé à la fin du gouvernement précédent, enfin, qui est toujours là, mais enfin, à la fin du quinquennat, avec la proposition d'une réflexion de fond sur les modalités de rémunération dans la fonction publique territoriale. Donc, ça veut dire la remise en question en fait, des grilles, du système des grilles tel qu'on le connaît aujourd'hui, et dont on voit bien qu'il est de plus en plus obsolète, parce qu'on est obligé à chaque fois de venir le ravauder. On aboutit à chaque mesure aboutit à des effets pervers et qui sont difficilement gérables et en plus difficilement lisibles. Bon, donc la question de la rémunération globale, là, il y a un vrai sujet, qui est quand même préalable à beaucoup d'autres choses, notamment pour les emplois catégorisés, voire même d'ailleurs en début de carrière. Donc la rémunération, il y a d'autres sujets qui sont mal appréhendés. Donc il y a les concours, il y a le principe du concours. Donc le principe du concours, nous avons proposé qu'on poursuive l'action qui a déjà été engagée depuis de longue date, notamment au sein de ce qu'on appelle le groupe concours qui siège au Conseil supérieur et en collaboration avec la DGCL pour améliorer l'adaptation des concours, notamment dans les métiers qui font l'objet de formations techniques. Que le concours devrait être probablement encore allégé. Donc ça a commencé. Je pense qu'il faut évidemment poursuivre ça parce que ça bloque un certain nombre de candidats qui peuvent avoir de l'intérêt pour les métiers et aussi pour le cadre dans lequel ils s'exercent, parce que la fonction publique en tant que rendant un service public, c'est quelque chose qui reste attractif dans l'esprit pour un certain nombre de nos concitoyens, donc ça il faut le garder, mais parfois ils en sont un peu découragés parce qu'ils imaginent que le concours c'est quelque chose de très compliqué, qu'il faut travailler tard la nuit, etc. Donc ça, c'est un sujet. Et puis oui, pour conclure, je termine, et puis il y a une quinzaine de préconisations, alors qui sont plus détaillées, enfin plus précises. On met l'accent notamment sur un sujet qui nous paraît très important pour à la fois attirer, mais aussi fidéliser, parce que j'entendais parler de fidélisation tout à l'heure, il y a la question du logement, en disant nous devons nous doter de capacités de proposer des logements
à nos fonctionnaires territoriaux. L'État le fait, d'ailleurs, donc il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas le faire. Et nous pourrions même mobiliser des ressources qui finalement appartiennent au monde public territorial, soit aux employeurs, soit aux salariés. Je pense notamment à ce que, à la, comment dirais-je, à l'ERAF, enfin pour les retraites, aux réserves que gèrent les AFP, puisque c'est un fonds de pension. Retraite additionnelle, oui. La retraite additionnelle. Le fonds de retraite additionnelle, c'est un fonds de pension, donc il y a des réserves extrêmement importantes qui pourraient être mobilisées pour faciliter l'accès au logement de fonctionnaires territoriaux. Donc ça, c'était été mis sur la table. On n'a pas réussi encore à trouver le système qui fonctionne bien, mais je pense qu'il faut poursuivre, parce que le logement est un vrai sujet, surtout dans les zones denses, urbaines, qui présentent des coûts de logement qui sont très élevés. Merci, donc, merci beaucoup Philippe Laurent. Oui, vous vouliez ajouter, pardon. Non, c'est tout. Après, bon, on peut en parler pendant des heures. Non, mais je renvoie vers votre rapport. Merci pour cette. Alors, je ne sais pas où vous circulez, mais décidément, les technologies nous permettent de vous donner la parole entre deux rendez-vous. J'oserais vous demander. Vous êtes à Paris, d'accord. Merci beaucoup, cher Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Merci pour cette analyse. Je renvoie vers votre rapport sur l'attractivité dans la fonction publique territoriale, mais qui vaut pour l'ensemble de la fonction. Vous avez parlé de rémunération politique, sociale notamment. Tout cela est central. C'était important pour nous de vous donner la parole. Peut-être un mot également de conclusion, Vincent Lecomte. Je vous voyais un peu acquiescer et réagir. Vous avez travaillé, alors l'Association nationale des DRH des grandes collectivités est présidée par Mathilde Dicard, qui est co-auteur du rapport que vient de présenter Philippe Laurent. Vous avez, travaillé notamment sur des enjeux de jeunesse, comment s'adresser à la jeunesse. On en parle depuis 16 heures, ce lien entre les générations. On a parlé de mentorat, on a parlé aussi d'un discours peut-être un peu différent pour attirer, pour recruter la jeunesse. Quels sont les enjeux ? Alors, vous avez dû mettre sur mute, cher Vincent Lecomte. Excusez-moi, oui. Je disais, effectivement, en complément de tout ce qui a déjà pu être apporté, une des propositions qu'on a pu formuler très récemment, là, au mois de mars dernier, adressée à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, qu'on a appelé le contrat de première expérience de service public, constatant, comme ça vient d'être expliqué par le président Laurent, que les jeunes diplômés ne connaissent pas le service public, nos métiers. C'est pour eux quelque chose d'un petit peu nébuleux, de complexe. Et on rajoute une difficulté, au-delà de cette attractivité métier de concurrentiel avec le privé, on rajoute une difficulté quand ils arrivent chez nous, qu'on leur dit « Ah oui, mais vous n'avez pas le concours ». Voilà. Et souvent, ils le découvrent quand ils s'intéressent à nous, quand ils postulent, que il y a un concours, je ne savais pas, oui, bon voilà. Et donc là, on leur dit, oui, mais c'est un recrutement dérogatoire, il ne faut pas qu'on ait titulaire, sinon on ne peut pas vous prendre, et si on vous prend, c'est un contrat assez court, etc. Donc ça, ceux qui ont envie, ceux qui ont des compétences qui sont réclamées à droite et à gauche, ils ne restent pas longtemps à essayer de comprendre ce qui se passe chez nous, ils vont voir ailleurs. Donc le contrat de première expérience de service public permet jusqu'à 30 ans, de permettre à tout jeune diplômé d'avoir une possibilité d'être recruté par contrat. Et en fait, l'exigence du concours ne s'appliquerait qu'à partir en fait de 30 ans. Je développe plus dans les détails parce qu'on est effectivement pris par le temps, mais on a travaillé ça effectivement de façon technique par rapport au tableau des emplois, etc. Enfin voilà. Mais effectivement, je pense qu'il y a vraiment un message fort à faire passer à la jeunesse pour leur dire que les portes leur sont grandes ouvertes dans la fonction publique territoriale où évidemment les autres fonctions publiques peuvent s'inspirer de cette proposition également. Voilà un message important à passer. Merci beaucoup. Merci à Vincent Lecomte, DRH du Conseil régional des Pays de la Loire, membre de l'association des DRH des grandes collectivités. Merci, cher Philippe Laurent. Je vois que vous êtes toujours en déplacement. On vous voit dans la voiture. Voilà, on verra, on suivra votre parcours aussi. Merci beaucoup. Philippe, vous voulez ajouter un mot très court de conclusion? Non, je disais simplement pour vous rassurer que je ne conduisais pas. Je n'en doute pas, mais vous savez, alors allez, je formule, on est entre nous, mais on est en train de constituer du côté de l'Élysée le futur gouvernement. Vous êtes l'un des rares élus grands spécialistes de la fonction publique. Peut-être, je sais, voilà.
Non, bon, Il faut téléphoner à qui de droit, alors. On n'a pas de scoop, on va suivre tout ça. Non, merci beaucoup Philippe Laurent. Merci à tous. Alors restons là, on va prendre quelques minutes, on est un peu hors jeu, on a dépassé 17h30, mais franchement c'est pas grave, les enjeux, les messages sont extrêmement nombreux. D'ailleurs vous pouvez encore regarder du côté le petit sondage qu'on a mis en ligne, c'est l'onglet donc chat, l'onglet questions et puis l'onglet sondage. On a posé cette question: comment favoriser la fidélisation? On vous pose la question: est-ce qu'il faut travailler les rémunérations indiciaires, indemnitaires? Est-ce qu'il faut donner des marges d'action aux managers de proximité? Est-ce qu'il faut mettre le paquet, si je puis dire, sur la qualité de vie au travail? Bon, évidemment, vous nous répondez qu'il faut mettre tout ça à la fois. Ce sont tous les leviers qu'il faut activer. Tout ça est vraiment passionnant, beaucoup de messages. Alors, je me tourne vers les associations et vers vous qui êtes là. Peut-être Vincent Olivier, vous étiez responsable de cette association des élèves de l'EHESP. Vous êtes maintenant du côté de Compiègne, des RH hospitaliers. Peut-être une réaction, puis un message aussi. Quelle est votre analyse? Attractivité, fidélisation, beaucoup de messages cet après-midi. Oui, beaucoup de messages. Forcément, pour la fonction publique hospitalière, ce qui nous a marqué, c'est forcément les 2 dernières années. Un Covid qui a été extrêmement présent, qui a durement marqué les équipes. En faisant référence à ce qui a été dit, je pense qu'aujourd'hui, et ce qu'a dit aussi Zemrayet, on a des difficultés à recruter à l'hôpital public. On a des difficultés parce qu'on est sur un marché de l'emploi qui est, sur certaines fonctions notamment, extrêmement tendu, où on ne joue pas forcément à armes égales avec le privé non plus. Pour vous donner un exemple, à Compiègne, j'ai une clinique qui est à 2 km en face de l'hôpital et qui déploie aussi une démarche en matière d'attractivité, de rémunération, surtout, sur laquelle, malheureusement, je ne peux pas lutter. Mais qui est un fait. On a eu quand même, il y a quand même eu du bon dans ce Covid, malgré tout, on a eu le Ségur de la santé. Oui. Alors, le Ségur de la santé, il y a une première vague, ça a été, comme on l'a dit tout à l'heure, des éléments de rémunération qui ont été ajoutés, qui étaient sans doute salutaires, sur le complément de traitement indiciaire, donc 183 € net par mois, de nouvelles grilles pour une partie des agents. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif sur lequel il faut capitaliser, qu'il faut valoriser pour attirer de nouveaux profils. Mais moi, je dirais un petit peu plus loin, c'est que quand on interroge, en tout cas c'est ce qu'on a fait nous récemment à Compiègne, quand on interroge les élèves qui sont par exemple à l'IFSI, à l'Institut de formation en soins infirmiers, donc les futurs infirmiers, on leur a demandé c'est quoi votre job idéal, votre premier job idéal. Ben, quand vous regardez les réponses, il y en a très peu qui vont vous dire c'est lié à la rémunération. Ça en fait partie, il y en a quelques-uns, mais la plupart ils vont vous parler des conditions de travail. Ils vont vous dire moi j'ai envie quand je vais prendre mon poste d'être accompagné, de travailler avec un nombre suffisant de collègues. Et c'est pour ça que moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que maintenant qu'on a travaillé ce premier niveau de rémunération, il y aura sans doute encore des choses à faire. Il ne faut pas considérer que c'est un acquis, qu'il ne faut plus évoluer là-dessus. Mais c'est travailler sur les conditions de travail, d'accompagnement des jeunes notamment, de leur donner une visibilité aussi sur ce que va leur permettre la fonction publique. On est toujours dans cette dichotomie parfois un peu entre un temps court qui est celui d'une rémunération rapide, d'une prime par exemple à l'engagement, versus, et on l'a dit tout à l'heure, tout ce qu'on peut apporter en termes de formation, d'accompagnement, de promotion aussi, c'est extrêmement important de le souligner. Mais travailler aujourd'hui sur les conditions de travail, les conditions d'accueil, et je rejoins tout ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut absolument faire confiance aux managers de terrain. Nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est aussi des groupes, je dirais à la fois de faire confiance aux managers, mais des groupes qui les font se croiser. Aussi, qui font sortir parfois de leur silo. Quand on est 4 dans un service, des fois on est un peu dans notre quotidien à gérer des plannings, à gérer de l'absentéisme, qui malheureusement s'est majoré ces derniers mois. Il faut arriver à sortir de ça et à croiser les dynamiques, croiser les problématiques. Et quand on les met autour de la table et qu'on fait par exemple, parfois c'est un petit peu galvaudé, mais pour moi il y a un sens derrière, qu'on fait du brainstorming par exemple, on s'aperçoit qu'il y a des vraies idées qui émergent du terrain. Et c'est aujourd'hui sur ces idées-là que je pense qu'il faut capitaliser, et pour ça il faut les moyens. Donc pour moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que maintenant qu'on a fait cette première vague avec le Ségur de revalorisation, de rémunération, et qui est absolument nécessaire, c'est de donner les moyens localement, de faire confiance aux acteurs, on l'a dit, pour rendre plus attractifs en matière de conditions de travail nos services, en termes de matériel, en termes de petits éléments du quotidien, mais qui font la différence aussi. Ouais. Donc c'est ces démarches-là à mettre en place, de faire confiance, d'impliquer tout le monde dans cette démarche d'attractivité, de fidélisation, pour que justement, par le bouche à oreille, c'est un mot qui a été dit, on fasse un choc d'attractivité. Ça, on l'a fait dans certains services, ça a marché, il faut continuer, il faut qu'on ait aussi les moyens de le porter localement avec tous les acteurs. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Peut-être Luc Pierron, si vous voulez bien, et puis on va écouter Doriane Huart qui est en distanciel.
Et puis, Joanne, je vous donne la parole en conclusion. Luc Piron. Oui, merci Sylvain. Je serai relativement court. Il y a un avantage et un inconvénient à intervenir en fin de parcours. C'est l'avantage, c'est que tout a été dit. L'inconvénient, c'est que tout a été dit. Donc en fait, je vais me focaliser surtout sur un point qui, je pense, réunit à la fois le volet attractivité et le volet fidélisé. C'est un mot qui figurait dans le titre de la première table ronde, c'est séduire. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que dans tout ce qu'on a évoqué, il y a beaucoup de preuves d'amour. Il y a la question de la rémunération qui a été évoquée, il y a la question de l'accompagnement, du soutien, il y a des aspects autour de la promotion sociale notamment qui ont été intégrés, que ce soit au moment du recrutement, mais plus largement dans la volonté que peuvent avoir encore beaucoup de fonctionnaires et d'agents publics à vouloir rester dans la fonction publique, dans le fait d'avoir des parcours de carrière qui soient diversifiés avec des métiers qui existent, qui sont profondément différents et dans lesquels il y a de vrais leviers pour s'accomplir. Et ça, c'est vraiment une force sur laquelle on doit travailler. On doit travailler en donnant à l'évidence plus de compétences au niveau des acteurs locaux pour que dans ces micro-décisions du quotidien, et là-dessus je rejoins Vincent, ce sont des choses qui apportent en fait que du plus au bénéfice des agents. Et si je parle de preuve d'amour, c'est parce que moi, je pense que l'une des priorités du quinquennat, c'est vraiment les mots d'amour. Ça peut paraître surprenant, mais le fait d'avoir un discours relativement engagé et fondateur, et je pense qu'en fait, chez certains des interlocuteurs qui sont intervenus tout à l'heure, je pense à Damien, je pense à Isabelle sur la question de l'escalier social, je pense à Agnès sur les valeurs républicaines. Il y a une nécessité, et pour le moment, j'ai l'impression que ça manque, d'avoir ce véritable discours engagé sur la reconnaissance et la considération qu'il y a à avoir sur la fonction publique. On a eu beaucoup de débats récemment sur la question de la haute fonction publique. Oui. Moi, je pense que d'une certaine manière, on est tous à peu près des hauts fonctionnaires. On est tous en fait au service que ce soit de l'État, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des collectivités locales, dans cette hauteur en fait de servir l'intérêt général. Et que de ce point de vue, en fait, le fait d'avoir un discours pour les 5 millions d'agents publics, et j'intègre là-dessus les titulaires et les contractuels, les vacataires, quel qu'il soit leur statut, il y a vraiment quelque chose qui est à faire et je pense que ce serait une vraie force qu'en début de quinquennat, il y a une brique un peu fondatrice qui commence autour de ça. Oui. Merci beaucoup, cher Luc Piron. Je me tourne à distance. Dorian Huart, vous nous avez rejoint et puis on terminera avec Joanne Fora à Porto. Dorian Huart, vous êtes là, alors vous êtes à la métropole européenne de Lille, directrice générale adjointe, et vous intervenez au sein de l'association des administrateurs territoriaux, la ATF, qui fait partie de notre petit groupe de réflexion sur l'avenir de la fonction publique. Merci beaucoup d'être là. Vous deviez intervenir un peu plus tôt, on a pris du retard, donc vraiment navré. On parle d'attractivité, de fidélisation, quels sont les messages que vous souhaitez porter? Il faut que je pense que vous avez appuyé sur mute aussi, on ne vous entend pas très bien. Hop, voilà. Alors, toujours pas. Peut-être la régie, si vous pouvez intervenir, c'est peut-être de notre côté. J'ai l'impression que l'image s'est figée, mais en tout cas, on vous voit. Donc, c'est que vous êtes là. Et je profite d'ailleurs pour, sur l'onglet sondage, allez-y, continuez de cliquer sur les petits sondages. Alors, on vous écoute. Alors, toujours pas. C'est pas grave, vous ne bougez pas, cher Dorian. Je me tourne vers vous. Alors, je me tourne vers les gens qui sont avec nous, Joanne Fora à Porto et puis Dorian Huart, le temps qu'on règle ce petit souci de son. Je vous redonne la parole dans 2 minutes. Joanne Fora à Porto, merci donc pour FP21. Oui, peut-être 2 mots, effectivement, un peu brièvement. On a parlé d'attractivité, de rétention des talents. Pour aller un peu vers quelque chose de concret, il y a quand même des enjeux qui sont propres à la fonction publique, notamment, je pense, au fait de démystifier la fonction publique. Aujourd'hui, la plupart des gens qui nous rejoignent parce qu'il y a du bouche à oreille, parce qu'un parent ou un proche fait partie de la fonction publique. Donc, beaucoup de choses sont faites pour expliciter quelles sont nos missions, nos métiers, etc. Mais il faut aussi qu'on réfléchisse sur les stratégies de recrutement. Si on prend l'exemple assez schématique d'un jeune qui sort des études et qui ne pense pas à la fonction publique, il va chercher un emploi sur LinkedIn et sur Welcome to the Jungle. Si aujourd'hui on reste dans ces carcans de poster les annonces sur choisir son service public, etc., on ne va pas aller chercher et capter toute cette partie de la population, jeune ou moins jeune, qui n'a pas ce réflexe de penser à la fonction publique. Donc il faut aussi qu'on réfléchisse et qu'on se penche sur cette stratégie-là. Et du côté de la rétention des talents, on le sent de plus en plus, c'est quelque chose qui pèse sur les épaules des managers qui ont un vrai rôle à jouer.
qu'ils le veuillent ou non. Ça fait aussi partie des attentes des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et là, 2 pistes concrètes. La première, ça va être de les épauler, puisque c'est pas évident. Recruter, c'est des compétences précises et dont ils ont besoin, sur lesquelles ils ont besoin de se former. Si on ne les épaule pas, on risque d'avoir un décalage entre ceux qui mettent ça en application et ceux qui ne font pas le choix ou qui ne savent pas comment. Et tout ça, ça peut déstabiliser une administration à l'interne. Et la deuxième piste aussi concrète, c'est de les outiller. Aujourd'hui, on parle du télétravail qui, aujourd'hui, prend de plus en plus d'ampleur et ça devient un outil de négociation autour de la table. Pour l'instant, c'est encore un outil de négociation un peu RH. Il faudrait que ça devienne un outil de négociation aussi managérial. Quand on pense qu'au niveau national, on a 3 jours, jusqu'à 3 jours de télétravail qui ont été actés, mais dans la fonction publique territoriale, c'est revoté en comité technique. On a des micro-freins qui se créent un peu partout, ce qui fait que les managers, quand ils veulent prendre cette place dans la rétention, l'attractivité, etc., se heurtent à tous ces carcans, que ce soit national ou par rapport au rôle des RH, alors qu'eux veulent prendre cette place. Merci, merci beaucoup. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Merci, merci beaucoup. Est-ce que Dorian Huart nous a... Décidément, il y a beaucoup... J'ai des notes partout, il y a beaucoup de messages. Oui, alors, voilà. Ça y est, on vous... Je suis là, j'ai changé, j'ai mis un micro. D'accord. Alors, on ne vous voit plus, mais on vous entend. m'entendez? Et finalement, c'est l'essentiel. Je vous propose qu'on fasse... Ah, voilà, super. Génial. Allez, on vous écoute. Parfait. Merci. Parfait. Non, je disais au sein de l'association des administrateurs territoriaux, ça fait longtemps qu'on est engagé aussi sur des processus d'innovation managériale. Je pense que c'est aussi un des axes forts à la fois d'attractivité et de fidélisation. C'est comment en fait on innove dans notre management et qu'on répond en fait à un environnement, une qualité de vie au travail qui est aussi attendu des agents publics. Au-delà de ce volet managérial et individuel sur la QVT qui a été abordé à plusieurs reprises, il y a aussi tout le pan innovation au sens beaucoup plus large du terme. Nous aussi, l'association a fait 40 propositions pour les candidats à l'élection présidentielle. Et là, si vous me permettez d'en mettre 2 en lumière, particulièrement sur notre thème, de dire comment en fait on diversifie la formation de nos fonctionnaires en créant un véritable Erasmus européen, en envoyant en fait la diversité des parcours pour faire rentrer notre société internationale et européenne dans les parcours des fonctionnaires. Et un deuxième temps en fait qui prend en considération, parce qu'on a fait des rétextes sur le télétravail, sur la parentalité, comment on peut imaginer un temps de travail tout au long de la carrière qu'on pourrait moduler en fonction de ses envies, un projet personnel, un proche à aider, une parentalité à assumer différemment pour arriver à concilier nos temps de vie. Parce que ça, je pense que c'est aussi attendu des uns et des autres. On a parlé télétravail, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'engagement, ok, mais la modularité de l'engagement, ça peut être une véritable innovation et ça fait partie des mesures que nous défendons au sein de l'association. Merci, merci beaucoup Dorian Huart. Alors vous parlez d'un temps de travail qui pourrait être modulé selon sa vie perso. Peut-être, allez, on a pris du retard, c'est pas grave. Allez, allons-y. Chère Marie Malater, vous avez travaillé sur ces enjeux de parentalité, un sujet dont on parle très peu dans la fonction publique. Oui, c'est vrai qu'on a peu parlé depuis le début de la prise en compte des équilibres de vie. Hein, ouais. Et justement, la ATF s'est penchée sur la question, donc sur la parentalité dans la territoriale, donc une problématique qui concerne une très, très grande majorité des agents qui sont confrontés à une charge de travail trop importante, des difficultés à aménager leurs différents temps de vie. Et 83% estiment que la conciliation des 2 univers reste un point de blocage. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, doit être travaillé de manière urgente également. Comment on va faire avec tous ces messages, chère Marie? J'ai des notes de partout. Le futur exécutif, le futur gouvernement va avoir beaucoup de travail. L'escalier social, les mots d'amour, la question des recrutements, LinkedIn, cher Johan, welcome to the jungle, c'est bien, mais il faut le décliner dans le secteur public. La question des concours, la question des mobilités internes, la question de l'engagement, de la formation des managers. La formation essentielle et de la formation qui dépasse, quand on parle de mentorat, tout ça, c'est hors formation statutaire, mais c'est propre à chaque organisation. Beaucoup de messages. Est-ce que Damien, ou est-ce que quelqu'un veut conclure le message de la fin? Vous voulez reprendre la parole? Non? Allez, je vous voyais.
À vous le mot de la fin, cher Damien Zavers. C'est un peu prétentieux, mais je trouve qu'il y a énormément d'énergie. Je trouve qu'on est fidèle à l'engagement des agents du service public sur le terrain. Et donc, j'espère effectivement qu'on aura au sein du gouvernement cette écoute et des gens qui voudront avancer dans les différentes dimensions, parce que je pense que beaucoup de choses qui ont été faites assez récemment, il faut aujourd'hui confirmer. Et donc, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci d'avoir été extrêmement nombreux à être là cet après-midi. Alors, vous avez vu, je n'ai pas pu relayer toutes vos questions. Elles sont extrêmement nombreuses, mais on reviendra vers vous de manière individuelle. Et puis on fera peut-être les messages clés de tout cet atelier extrêmement vivant qu'on proposera sur les supports d'acteurs publics, sur les supports d'AG2R, du pôle fonction publique, d'AG2R, la mondiale. Merci à toutes et à tous. Merci aux associations qui sont présentes, l'Accordé, Damien Zaversnik, Luc Pierron, Vincent Olivier, Joanne Fora-Porto, Pascal Kessler, vous êtes là, chère Lucilla Modébelu, bon, je vais oublier plein de gens. Donc, merci à vous toutes. Vous pouvez nous retrouver sur nos supports. Merci à acteurs publics, aux équipes techniques, Myriam Otmani, Benjamin Mor-Youssef, Mehdi Daès. Merci, chère Marie. On suit tous ces sujets. Merci au pôle fonction publique d'AG2R La Mondiale, les mutuelles Muta et Plus, mutuelle des sapeurs-pompiers, mutuelle des métiers de la justice. Merci évidemment aux équipes du pôle fonction publique d'AG2R. Donc on a vu Philippe Daba en intervention au début pour lancer nos échanges, Serge Toniette, Natacha Benda, et merci tout particulier à Franck Delavigne et Iman Khalifa, Iman qui m'aide à animer ce petit groupe. À vous toutes et à vous tous, je vous dis à très bientôt. À l'automne, on fera notre grand colloque annuel, on le fera en présentiel cette fois avec, vous pourrez être là pour de vrai, si je puis dire. Et d'ici là, on continuera nos événements. Allez, j'en reste là. À très bientôt. Merci beaucoup.